Donc, on se retrouve avec un contexte extrêmement varié et l'un des points principaux de jonction entre le sud et le nord est la vallée de Katmandou, euh, où l'on retrouve des populations encore extrêmement complexes, c'est-à-dire que de tradition, ils étaient plutôt bouddhistes, et au fil des ans, les rois du Népal étant hindouistes et réincarnation de Vishnu, il y a eu un espèce de basculement qui s'est créé et l'hindouisme a plutôt pris de l'importance. Et on a, par exemple, durant les cérémonies d'Inrajatra, des masques de ce type, de la collection Barbie Muller, qui sont utilisés dans les rituels à la fois agraires, mais en même temps funéraires. C'est-à-dire que durant cette cérémonie, qui a des points communs d'ailleurs avec les fêtes de Indra Jatra et les grandes déesses grecques, en fait, sont très proches, on se retrouve avec les rituels de funéraires où Indra, avec sa mère, vient chercher l'âme des morts pour les emmener dans leur monde, dans leur paradis. Alors là, c'est donc un masque qui est utilisé durant ce rituel. Là, c'est donc une danse de la vallée de Katmandou avec ses laquais qui sont donc des démons, mais des démons plutôt bénéfiques dans le genre, et qui sont donc exhibés durant cette cérémonie. Là, on a une photo beaucoup plus ancienne de 1938 où on trouve des laquais. Tout à fait à droite du cliché, vous avez un masque en champignon, en fait des portraits d'ancêtres, et qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure concernant les rituels funéraires, c'est-à-dire les âmes des morts que l'on emmène dans l'au-delà. Au centre, vous avez un masque en terre cuite que l'on va voir tout à l'heure sous une autre forme, mais qui est utilisé également durant ces rituels. Alors, voilà le masque en question, et ce sont des divinités. C'est donc des structures sur une âme de toile qui est enduite de terre cuite, etc., enfin de terre séchée plutôt, et qui à l'origine était polychrome et qui représente les divinités du Panthéon. Et ici, je vous montrais tout à l'heure des masques de champignons qui étaient liés à des rituels funéraires, et on en a ici des spécimens. Alors là, ce sont des traditions extrêmement anciennes qui sont très intéressantes, car vous aviez, quand Marco Polo est parti en Asie centrale, est passé en Asie centrale, il raconte qu'une ethnie n'est pas née de la femme, mais est née du champignon. Et après leur mort, leur âme part sous forme de papillon sur la Lune, se matérialise sur la Lune sous forme de champignon, est ramenée sur Terre par la foudre et se matérialise sur les arbres. Et l'arbre en question, et l'arbre est un bouleau, donc le bouleau en Sibérie est l'arbre des chamans, et, euh, et c'est au pied de ce bouleau que pousse la manitouche, qui est un champignon hallucinogène, qui est en Sibérie utilisé également par les chamans. A priori, pas au Népal, mais en tous les cas en Sibérie, oui. Et ce champignon a beaucoup de liens également avec Indra, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui est le roi des dieux en Inde et qui a des quantités de pouvoir que l'on peut rattacher dans certains coins au chamanisme. Alors, beaucoup de ces traditions, enfin de la connaissance qu'on a des masques de l'Himalaya sont malheureusement, contrairement à l'Afrique ou à l'Océanie, extrêmement récentes. Le, le Tibet a été fermé pendant des millénaires, enfin des siècles en tout cas, et c'est uniquement lorsque le Dalai Lama, après l'invasion chinoise, a quitté le Tibet, que l'on s'est retrouvé avec d'abord des objets sur le marché, et aussi beaucoup de Tibétains qui avaient fui le Tibet devant les persécutions chinoises. Et donc, on se retrouve avec un arrivage massif d'informations. On avait eu Alexandra de Winel qui avait été à Lhasa, etc. Mais c'était vraiment des voyages extrêmement brefs. Et elle était plutôt passée par les monastères et non pas par les fêtes populaires où souvent les masques étaient utilisés. Et donc, on avait très peu d'informations.
Et le Népal, à la même période, était fermé. Jusqu'à la chute des Rana en 1960, qui était une dynastie de premiers ministres, ils avaient complètement bloqué le Népal pour préserver leur pouvoir. Et s'il y avait des troupes népalaises qui avaient été dans les armées Gorkha, en particulier durant la guerre de 14, dans les tranchées du nord de la France, il y avait quand même très peu d'ouverture sur le reste du monde. Bon, Sylvain Lévy avait été en 1898 là-bas et avait fait une œuvre monumentale sur l'histoire du Tibet, ce qui fait toujours référence d'ailleurs. Après, il y a eu Isabelle Mercier qui a été passé, mais assez brièvement. Et donc, on avait très peu de renseignements. Et en fait, c'est quand le Népal s'est ouvert, ça a été les chemins de Katmandou, l'arrivée des hippies, et entre autres de Piero Mandi, qui était un Italien de Venise et qui s'est pris de passion pour les arts tribaux et les masques et le chamanisme népalais. Et de là est partie une découverte, mais relativement récente, puisque ça remonte à 60 ans, on a commencé à voir des objets sur le marché et à pouvoir les étudier, à pouvoir travailler dessus. Mais il fallait vraiment débroussailler toute cette part de l'histoire du Népal. Et en plus, quand je parle de Sylvain Lévy, c'était quand même un sanskriste qui avait travaillé essentiellement sur les manuscrits néoirs de la vallée de Katmandou, donc dans un monde de castes, et tout ce qui était purement tribal de l'Himalaya lui était resté complètement étranger. Donc on avait une quantité de points d'interrogation qui sont posés à ce moment-là, et on a eu, dans un premier temps, et j'étais le premier d'ailleurs à me faire piéger par ce biais-là, on a fait confiance aux marchands de Katmandou qui nous ont raconté n'importe quoi. Et c'est au fil des années et des décennies de recherche qu'on a pu un peu décanter ce problème et évoluer dans le cadre de catalogue d'exposition et autres. Alors là, je parlais tout à l'heure des fêtes d'Indrajatra, et là, vous avez donc un masque d'Indra qui était utilisé durant ces fêtes d'Indrajatra. Il était apposé sur un arbre, et c'était donc pour euh, dans un rituel qui était destiné à récupérer les âmes des morts pour les emmener dans l'au-delà. Beaucoup plus à l'ouest, on se retrouve ici en Himachal Pradesh, dans la vallée de Banjar. Et là, c'est des photos qu'a pris Christophe Houssan-Latour du musée de Cannes, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et là, on se retrouve dans des fêtes agraires qui sont liées, grosso modo, à nos périodes de carnaval, et où on a ces danseurs qui ont des costumes qui pèsent 20 kilos quand même, et qui dansent pour balayer tout ce qui est négatif de l'année passée pour repartir sur de nouvelles bases pour avoir une année bénéfique. Alors, ce sont des fêtes extrêmement fastueuses. Comme vous pouvez le voir, les costumes sont fort beaux. Enfin, bon, l'herbe euh, en fait, les costumes en herbe, après, sont mis dans les étables pour protéger le bétail. Il y a quand même des masques extrêmement beaux, dont certains remontent au XVe siècle. Et ces fêtes ont lieu donc rituellement une fois par an. Alors là se pose un problème concernant les masques du Himalaya, pour lequel on a très peu de références de datation, et on se base souvent sur les patines pour les masques. Et alors là, dans cette région, pardon, oui, dans cette région, on a trois types de patines qui peuvent euh, se, se voir et qui peuvent donner des indications, mais beaucoup perturber le problème de datation. C'est-à-dire que ces masques sont propriétés de famille ou de confrérie. Et donc, tantôt les masques après le rituel sont emballés dans des textiles, mis dans des caisses ou dans des vanneries et mis à l'abri, tantôt mis sur les murs dans des sanctuaires éclairés par des lampes à beurre. Donc, je ne vous raconte pas les magnifiques patines que ça peut faire sur ces masques. Évidemment, c'est quand même du noir de fumée. Et dans certains cas, les masques sont purifiés après le rituel avec du beurre clarifié. Donc, des masques de même période, et je vous dis, on en a des traces parce qu'il y a eu des tests de carbone 14 sur certains,
certains masques du XIVe et XVe siècle, on a des patines différentes qui nous perturbent beaucoup pour les problèmes de taxation. Et bon, il faut faire avec, parce que pour l'instant, on a très peu d'autres types d'informations sur le sujet. Alors voilà, donc les rituels des fêtes de Mandjar, où vous avez ces danseurs qui vont de village en village pour aller vénérer les dieux. Alors, c'est extrêmement complexe aussi comme type de situation, parce que euh, il y a les oracles qui accompagnent les danseurs. Donc, si un oiseau passe dans le ciel dans un mauvais sens au-dessus du cortège, les oracles décrètent qu'il faut changer complètement le déroulement de la cérémonie et d'aller dans d'autres sanctuaires plutôt que dans celui qui était programmé. Donc, on se retrouve avec des situations complètement, enfin, difficilement gérables pour un occidental, qui est complètement normal pour eux, et que lorsque l'on veut étudier la situation, c'est quand même un peu compliqué. Et là, on a par exemple un danseur de la vallée de Bandjar, donc qui est au repos avec son costume, dit le costume fait 20 kilos, extrêmement lourd. Il a son assistant qui porte le masque, et quand le danseur est trop fatigué, c'est l'assistant qui prend la relève. Comme vous pouvez voir, les parures sont somptueuses par les fleurs et par les broderies des costumes, et la beauté des masques est vraiment très, très grande. Bon, je parle là de masques un peu anciens, parce que bien entendu, maintenant, on se trouve dans des contextes beaucoup plus touristiques dans la fabrication, disons. Et parallèlement à ces danseurs masqués, on promène des rats qui sont des, des structures sur lesquelles on met les effigies des dieux, et c'est ces dieux qui vont se rendre visite d'un endroit à l'autre pour se vénérer entre eux de manière à créer un environnement bénéfique pour la saison qui vient. Là, on a un masque qui est utilisé dans un rituel bien particulier du Tibet. Et c'est un masque qui est extrêmement intéressant, car celui-ci provient de la collection Barnum-Muller, et il est destiné à, bien sûr, dans un rituel extrêmement prestigieux, puisque dans bien des cas, il est présidé par le Dalai Lama, mais je parlais tout à l'heure des influences extérieures au Tibet, parce que si au niveau des Occidentaux, ces influences, il y a eu des blocages au niveau des communications, au niveau local, ces blocages n'existaient pas. Et ce masque est d'origine, très certainement, tout l'indique, d'origine perse. Et c'est donc un, un rituel qui est fort ancien, qui est arrivé par le royaume, par les royaumes qui se trouvaient en Afghanistan, et où on trouve dans les textes la mention de Jésus et de différents prophètes judaïques. Donc, on se retrouve là dans des apports complètement extérieurs que l'on peut remarquer par ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, en Arunachal Pradesh, où il y a des influences grecques, sont, un peu en partie liées à Alexandre le Grand, mais comme le dit Sylvain Lévy, il y avait dans le billard du nord de l'Inde, avant Alexandre le Grand, des royaumes grecs qui s'étendaient jusqu'à la frontière du Tibet le long du Brahmaputre à l'est de l'Arunachal Pradesh. Donc, c'est un monde qui, comme je disais tout à l'heure, était a priori très fermé, et qui a eu quand même des quantités d'influences diverses liées à ces différentes religions. Et voilà donc ce type de masque qu'on trouve, qui a été filmé à Emis en 2003,
et qui sont donc liés à un rituel très ésotérique, des rituels bouddhiques. On a ici un autre type de masque qui est de même nature, mais qui lui est au boutant et qui n'est pas du tout fait en métal, mais qui est fait en bois, polychrome, mais qui relève de la même démarche. Et donc, on a encore, comme vous pouvez le voir, pour le même type de rituel, des choses très différentes de l'Ouest à l'Himalaya central et à l'Himalaya de l'Est. Toujours en Himachal Pradesh, on se retrouve ici avec un autre rituel dans une autre vallée, la vallée de Tiram, dans la région de Kulu. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, les costumes étaient extrêmement, on peut dire, sophistiqués et assez raffinés. Ici, on se retrouve avec un personnage avec un espèce de caleçon, un pagne, etc., avec un masque complètement un peu ridicule, un peu bouffon. Et les autres masques sont d'une qualité bien moindre. Mais on a aussi ici un témoignage euh, intéressant d'un autre type de rituel dans un contexte extrêmement limité, en fait, parce que c'est d'une vallée à l'autre, et comme je vous le dirai probablement tout le long de cet exposé, d'une vallée à l'autre et d'un village à l'autre, on se retrouve avec des traditions complètement différentes. Il y a eu, dans ces régions, il y avait les Maharajas et autres, qui, pour remercier des villageois et autres, des villages, leur donnaient des terres un peu plus haut dans les vallées. Et alors, ces villageois allaient créer une communauté un peu plus haut avec leurs traditions, mais entre-temps, il y avait des villages qui pratiquaient les traditions ancestrales. Donc, on se retrouve avec des mosaïques de traditions. Il y a eu très peu d'ethnologues qui ont travaillé sur le sujet. Il aurait fallu pratiquement un ethnologue par village, et malheureusement, on n'a pas eu de ça. Donc, on se retrouve avec des quantités d'inconnus pour comprendre les choses. Et là, vous avez en premier plan deux personnages qui malheureusement nous tombent le dos, mais qui ont des masques de singes. Et là, on se retrouve encore avec les très vieilles traditions hindouistes, c'est-à-dire les, le Ramayana avec les masques d'Hanuman. Et quand euh, Rama et Lakshmana ont été touchés par les flèches empoisonnées à Ceylan durant la bataille du Ramayana par les flèches empoisonnées du fils de Ravana, il n'y avait qu'une seule herbe qui pouvait les sauver, c'était une herbe qui se trouvait en Himachal Pradesh. Et donc, c'est là où Hanuman vient, par un saut prodigieux de Ceylan, récupérer l'herbe en Himachal. Alors, tantôt, la légende dit qu'il a trouvé l'herbe, tantôt, il ne connaît pas l'herbe, donc il prend carrément la montagne sur le fond de sa main et il la descend assez lent pour que le, le, le médecin, enfin, le gourou qui peut sauver Rama, trouve l'herbe en question. Et donc, on se retrouve dans cette région qui est euh, très importante, car c'est là où a été créée la médecine ayurvédique. Donc, il y a déjà dans ces vieux rituels et ces vieilles épopées des liens extrêmement importants sur le plan historique. Et là, donc, dans cette vallée, existent encore des rituels et il y a encore le mont Hanuman dans la région. Donc, on se retrouve toujours avec ces multiples interférences entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et c'est aussi pour ça que je vous disais la complexité locale pour comprendre la région. Et voilà, donc encore le même personnage à droite, sa femme au centre qui a un masque qui est probablement fait avec un bidon en plastique ou autre et qui n'a plus rien à voir avec les grands masques euh, de qualité qui se faisait dans le temps. Mais bon, maintenant, c'est l'évolution normale dans la région. Tout est bon pour faire. Et vous avez même un panneau solaire derrière, quoi, quand même. Et voilà encore les mêmes personnages. Et vous voyez qu'on est quand même très loin de la qualité, disons, et de la beauté des premières fêtes de Banjar. C'est un côté beaucoup plus trivial et beaucoup plus provincial.
Nos problèmes dans lorsque nous avons commencé à travailler sur le sujet il y a plus de 40 ans, comme je vous disais, beaucoup bon, les Tibétains ont quitté le Tibet en catastrophe, et les hippies ont créé un marché à Katmandou. Donc, tout le marché d'art tribal, c'est pratiquement centralisé sur Katmandou. Et partant de là, tous les masques qui étaient vendus à Katmandou étaient népalais. Et lorsque j'ai fait l'exposition en 2007 avec le catalogue, avec ce masque en particulier, qui avait été collecté en 1976 par Renzo Freschi de Milan à Katmandou, ce masque était considéré comme népalais et je l'ai référencé comme népalais. Or, on se retrouve maintenant avec ce festival en Chine, avec ce type de masque, un type de costume en herbe que je rapproche avec ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, de la vallée de Banjar, et je pense que la source est absolument identique, bien que on n'ait pas de texte pour le justifier, mais il y a quand même tellement d'analogies. Et on se retrouve au Tibet avec une fête agraire, avec le même type de situation. Alors, c'est le type de fête qui n'a jamais intéressé Alexandra de Vinel, par exemple, parce qu'elle était complètement axée sur le bouddhisme et que toutes les fêtes villageoises, et en plus, elle a elle a traversé le Bhoutan à des périodes précises. Et là, ce sont en général des fêtes qui durent une journée ou deux dans l'année, donc elle avait très peu de chances de les voir. Et donc, on n'a pratiquement aucune référence et aucun historique de ce genre de situation, mais on a quand même quelques témoignages tels que ces photos pour euh, avoir des idées de ce que ça a pu être à ce moment-là. Je vous parlais aussi tout à l'heure des différentes interférences dans toute la chaîne himalayenne. Et là, on se retrouve avec à Jumla, dans une fête, un festival en 1971, où vous avez au centre de la photo Laké Newar, le titre Newar, et en contrepartie, vous avez sur la gauche de la photo un masque primitif. Et là, on se retrouve à nouveau dans euh, plus un village, mais disons une, une, petite ville de l'ouest du Népal, où on se retrouve avec un amalgame de rituels plutôt classiques, puisque le laké est quand même de tradition hindouiste, mélangé avec des traditions plus tribales locales. Et là, on se retrouve en effet toujours avec ce mixage de choses, de traditions extrêmement diverses. On a souvent tendance à considérer que le masque, et ça, je reviendrai à plusieurs reprises sur le sujet, que les masques sont des éléments faciaux. Or, dans le cadre de la fête de Palachim que Corneille Geste avait photographié en 69 dans la vallée de Kaligandaki, il nous raconte que cette fête, c'était le dernier village de la vallée qui pratiquait encore ce rituel. Donc déjà, à l'ouverture du Népal, beaucoup de ces rituels étaient déjà en perte de tradition et ce témoignage est particulièrement intéressant à ce niveau-là. L'histoire de ces masques, c'est que deux yaks s'étaient égarés dans les montagnes pendant 12 ans, donc les yaks, c'est des bovins, et reviennent dans le village après ces 12 ans, parlent aux villageois et leur dit vos ancêtres sont mécontents parce que vous ne les vénérez pas comme ils auraient souhaité être vénérés. Donc, il faut que vous sculptiez des masques pour les vénérer. Les villageois n'ont pas voulu en tenir compte et les ont envoyés, enfin, n'en ont pas tenu compte. Les actes sont repartis dans les montagnes, sont morts de désespoir de ne pas avoir été écoutés, et des problèmes se sont créés dans la communauté. Les villageois se sont rappelés ce qu'avaient dit les yaks, ont sculpté des masques et les sortaient rituellement. Et c'est ce que l'on voit sur la photo de gauche. Et les sortaient
une fois par an sur la place du village et aller se prosterner devant pour vénérer les ancêtres. Donc, ce n'étaient pas des masques portés sur le visage. Et c'est là où on a des fois aussi des équivoques concernant l'appellation des masques, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et ce sont donc des effigies d'ancêtres. Ce qui voulait dire que dans la vallée, dans chaque village, il y avait 20 à 25 familles. Dans le village, dans la vallée, il y avait 100 à 150 villages. Donc, il y avait des milliers de masques dans la région qui, lorsque les fêtes ont été terminées, sont arrivés sur le marché parce qu'il n'y avait plus de fonction. Et Cornégès ne raconte pas dans son texte si de génération en génération on resculptait des masques ou si d'une génération à l'autre on resculptait des nouveaux masques pour créer des nouveaux ancêtres et pour continuer le rituel. Donc, on se retrouve donc avec à nouveau des témoignages, mais fort peu d'informations sur le sujet par ailleurs. Ce qui est fort regrettable, c'est que Cornégès avait fait à l'époque des films, faute d'argent, n'ont jamais été montés, qui sont au CNRS toujours dans leur boîte et auxquels on ne peut pas accéder. Alors que ce sont des témoignages qui manifestement sont extrêmement importants et je crains que les films maintenant ne soient, à défaut de perdus, en tout cas Cornégès est décédé, et beaucoup des témoignages qu'il aurait pu apporter pour le comprendre et mieux interpréter cette tradition et le contexte ont malheureusement été perdus. Autre problème que l'on a, mais malheureusement, je crains de vous assommer de problèmes que nous posent les masques de l'Himalaya et l'Himalaya en général, c'est le peu d'intérêt que les chercheurs ont manifesté aux objets durant leurs recherches dans l'Himalaya. Alors, Michael Opitz, qui était le directeur du musée ethnographique de Zurich et il est toujours en vie, est un homme extrêmement éminent et qui a travaillé pendant 30 ans sur les chamans de Magar, a fait cette photo que j'ai exposée à la demande du CNRS à la galerie. Et on a donc un personnage qui est un danseur Magar qui est en transit dans une gare routière. Et Michael Opitz, quand je lui ai parlé des masques, me dit ah ben, en 30 ans de carrière de terrain, je n'ai vu que 3 fois des masques. Très bien. Je lui dis parlons de cette photo, puisqu'il a vu que 3 fois des masques. Là, au moins, il en a vu un. Je lui dis, mais c'est quoi Alors, il me dit que c'est un danseur. Et je lui demande, mais quel est le rituel dans lequel il est utilisé? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Combien y a-t-il de danseurs masqués dans la troupe? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Combien y a-t-il de troupes dans la région? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Donc, on se retrouve avec des chercheurs qui ont travaillé pendant 30 ans sur la région et qui n'ont aucune information sur les masques, alors qu'il y a des masques. Donc ça, c'est aussi un gros problème que l'on a. On se retrouve avec des gens qui ont fait Michael Opitz a fait un travail considérable sur les tambours de chaman. Il peut parler et faire des quantités de choses. Il a fait en 2007 à Zurich, pas au musée Rydberg, mais au musée ethnographique, une exposition magnifique sur les tambours de chaman, mais il n'a jamais vu de masque. Et ça, c'est incroyable. Et en plus, par exemple, il y a eu un colloque j'avais fait un colloque en 2007 au musée Cernuschi sur les masques. Après, le CNRS Arthur Relais a fait un peu plus tard un autre colloque. Et les deux directrices de recherche du CNRS qui ont travaillé sur le sujet, qui avaient dit, lorsque la collection de Max Izdigovich a été faite, qu'on n'avait pas de renseignements sur les masques de l'Himalaya, que c'était vraiment très flou. Et 3 ans après, elles font un livre où elles découvrent qu'il y a des masques partout. C'est quoi ce truc-là? C'est vraiment très étrange, leur comportement de verrouiller les informations pour se les garder pour leur usage personnel. Bon, enfin, on pourrait en parler pendant des heures de ces choses-là. Là, c'est également un masque qui est extrêmement intéressant, qui avait été pris en photo par Cornégès au Dolpo, au Népal. Et ça, ce sont des masques que l'on trouve au Tibet, là, bon, c'est dans le Dolpo, mais on le trouve justement jusqu'à
tout à fait à l'est, en Arunachal Pradesh. Et c'est un masque de conteur qui est en fait en feutre, recouvert de coris et de boutons, enfin des choses, et qui sont des masques utilisés par les conteurs. Là, je saute un peu davantage à l'est, donc en Arunachal Pradesh, où on trouve également des fêtes agraires qui sont avec beaucoup de masques, souvent très raffinés, qu'avait beaucoup répertorié d'ailleurs Verrier-Louis, qui est un ethnologue anglais qui a travaillé sur la région à l'époque. Et alors là, on a aussi un petit problème à ce niveau-là, c'est que Verrier-Louis, étant anglais, avait travaillé sur la zone himalayenne à l'est du Bhoutan, euh, puisque c'est une zone britannique. Et pendant des décennies, on s'est trouvé avec ce type de masque qui était systématiquement classé comme Monpa ou Shardoupen, alors que de l'autre côté de la frontière, en zone bhoutanaise, on a les mêmes ethnies, parce que bien évidemment, dans les zones de montagne, ce n'est pas une frontière dans une zone montagneuse qui interrompt les traditions. Et en plus, on a tout lieu de croire, parce qu'on a eu quand même quelques clichés faits par les Chinois au Tibet, que ce type de masque est également utilisé, ou tout au moins été utilisé, beaucoup plus au nord, jusqu'à Lhasa. Donc, on se retrouve avec des aires de répartition de ces masques beaucoup plus larges, en fait, que dans bien des cas, les textes anciens peuvent nous le dire. Alors voilà, encore dans cette région, alors là, on tombe à nouveau avec des masques de type bouddhique, euh, avec des costumes très raffinés, un peu tardifs. Il y a quand même des choses un peu plus raffinées dans les pièces plus anciennes, mais avec quand même qui a de l'allure. Et voilà donc des masques qu'on peut trouver au Bhoutan et qu'on peut trouver au Tibet également, et qui sont donc liés au rituel où c'était des fêtes qui avaient lieu devant les monastères, comme on trouve à Émiche, qui étaient les lamas de haut niveau n'avaient pas besoin de ce type d'iconographie pour, pour s'initier, mais c'était un peu comme les mystères du Moyen Âge en Occident, où il fallait initier les gens du peuple sur les, les iconographies, la beauté de la religion, etc. Et il fallait leur matérialiser par des choses très visuelles, le, les, la représentation des divinités. Alors voilà encore, toujours dans la même région. Donc ça, vous voyez à gauche un masque qui est extrêmement caractéristique des masques Mampa, ainsi que la princesse qui est à droite. Toujours dans le même, vous avez un masque de Mahakala là, qui est un peu récent pour mon goût, mais qui a quand même de l'allure. Là, vous avez des masques de sympathie, donc qui sont des gardiens de charnier, avec qui sortent une effigie qui va être neutralisée parce que c'est une effigie démoniaque que les lamas vont neutraliser au cours du rituel. Comme vous pouvez voir, tout ça n'est pas forcément toujours très élégant. C'est même souvent extrêmement paillard. Et là, vous avez un excellent exemple de ces représentations qui interfèrent avec la représentation des dieux, où on a des choses très scatologiques et bon. Et là, vous avez encore une princesse liée à ce type de rituel. Là, c'est un peu le même type de masque, un peu plus à l'ouest, et c'est un masque, des photos qui ont été prises en 74 par Ludovic Segara au Bhoutan, et c'était des cérémonies qui ont été prises tout à fait l'ouverture du Bhoutan. Donc c'est pareil, on se retrouve là avec des témoignages intéressants de, de ce que vous pouvez. Bon, si je parle de l'ancien temps, c'est lié à mon grand âge, puisque je suis quasi centenaire, mais on a quand même des témoignages extrêmement intéressants de qualité de masque
qui malheureusement maintenant ont quand même souvent un peu dégénéré. Et là, ce sont par contre des danses, des photos qui ont été prises à Lhasa durant les fêtes des années 20 et 21, où vous avez le même type de masque. Bon, les photos malheureusement sont un peu moins belles, mais c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir des témoignages au Tibet du temps où les Tibétains étaient maîtres du jeu, et d'avoir ce type de témoignage. Et bien évidemment, je pense que tout à l'heure, je vais vous passer encore des photos. Là, on se retrouve avec un contexte purement tibétain, alors que maintenant, malheureusement, dans les fêtes au Bhoutan, euh, c'est plus, bien qu'en dise Françoise Palmarès, c'est quand même plus des fêtes touristiques pour des photos souvenirs de touristes que des fêtes purement religieuses. Et là, on part donc dans quelque chose d'un peu différent. On va aborder le problème chamanique. Là, on a des chamans de type Magar du Népal. Donc, il y a différents groupes au Népal qui ont des traditions chamaniques. Bon, chaque groupe a des traditions chamaniques. Il peut y avoir des interférences d'un groupe à l'autre, mais il y a quand même, disons, trois grandes familles, les Magars, ceux que vous avez ici, qui eux ont des tenues, d'abord ont des tambours monofaces, sans poignée, ont des baguettes assez sophistiquées pour taper sur le tambour, et des coiffes extrêmement belles avec des plumes de paon et de faisan et des plumes d'aigle. On pourrait dire, mais là aussi on manque vraiment d'informations, que ce serait peut-être une forme un peu plus archaïque du chamanisme, mais ça reste tout à fait approuvé de toute façon dans le rituel. Alors là, on tombe encore avec un chaman. Là, c'est une photo qu'a pris Michael Opitz en 78. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même des représentations plutôt très belles. Ici, c'est un chaman Gurung qui a un tambour que l'on retrouve, un tambour avec poignée, donc poignée double face, et un tambour que l'on retrouve également chez les Tamans. Alors ça, c'est Adrien, donc, qui est à côté de moi, qui a pris cette photo et qui a, lui, beaucoup travaillé sur les chamans Tshepang, puisqu'il a la bourse de la Fondation Barbie Muller pour ses travaux sur les chamans de Tshepang, et qui a beaucoup travaillé sur les Gurung et les Tamang. Et on se retrouve là avec un chaman qui est en train de faire un rituel au sommet d'une colline pour purifier l'environnement, etc. Là, on se retrouve dans un autre type de population, celle sur laquelle il travaille, où c'est beaucoup plus, j'emploierais le mot rustique, c'est pas vraiment le cas, mais plus primitif, disons, que les Magars. C'est-à-dire que les Tshepang étaient des populations chasseurs-cueilleurs qui ont, faute de gibier, ont été obligés de se sédentariser parce qu'ils n'avaient plus quoi manger. Donc, ils ont espionné un peu les agriculteurs et se sont reconvertis à l'agriculture, et donc ont des traditions euh, un peu plus archaïques. Euh, et Adrien en dira sûrement beaucoup plus un peu plus tard quand il aura fini sa thèse, mais où on a des éléments extrêmement intéressants avec les chauves-souris, par exemple, qui sont, qui sont liés au monde souterrain, aux ancêtres, etc. Et on se retrouve à nouveau avec ces contextes de contact avec la mort, avec les mondes souterrains, les grottes, et qu'on retrouve un peu dans tout le monde chamanique et dans beaucoup de populations primitives par ailleurs. Et là, on est dans un monde de chamans tamang. Alors là, les chamans tamang
disons qu'on pourrait dire que c'est ceux qui ont une tenue la plus élaborée. C'est-à-dire que déjà, ils ont le tambour à double face avec la poignée sculptée, qui est de même type que le fourbou, donc leur dague d'exorcisme, qui est destiné à neutraliser les démons. Donc, ce chaman entre en transe avec Mahadeo en tapant sur son tambour. Lorsqu'il est en transe, il a dans la ceinture une trompe faite en os humain, en os d'aigle, en os de tigre, des fois en corne. Il souffle dedans pour convoquer les esprits qu'il a à combattre. Et quand les esprits se présentent, il prend la dague qu'il a au centre enfin qu'il a dans la ceinture, et qui est de même structure que la poignée du fourbou. Et avec cette dague, il absorbe par la pointe les forces démoniaques et il les neutralise. Donc, ce sont des rituels assez complexes qui peuvent durer des nuits, d'ailleurs, qui peuvent durer 6 ou 8 heures, comme d'ailleurs chez Tchépang ou dans les autres ethnies. Mais ce sont des fêtes nocturnes où on sacrifie des poulets, où il y a des quantités de choses extrêmement complexes, un peu trop complexes pour exposer dans ce cadre-là, mais où on prend des flèches que l'on enflamme pour jeter à l'extérieur de la maison les forces maléfiques qui ont été neutralisées. C'est des rituels très, très complexes que l'on trouve dans toute la chaîne himalayenne, y compris chez les rails, tout à fait à l'est. Donc voilà encore, durant un pèlerinage de ces chamans, un groupe de chamans tamang avec leurs costumes de cérémonie, parce que bien évidemment, ces costumes-là, dans les rituels nocturnes, ils ne les portent pas, mais bien sûr, les objets rituels, ils les utilisent en permanence. Et là, on a un hôtel c'est une photo qu'a pris Alexander MacDonald au Sikkim dans les années 60. Et c'était à l'époque, il y avait également Corneille Geste qui était au Sikkim. Et Corneille Geste était dans une communauté qui relevait du monastère de Saint-Maurice en Suisse. Et dans le monastère de Saint-Maurice en Suisse, il y a une quantité d'objets, comme des tambours de chaman, comme vous avez là, qu'ils avaient collectés. Et là, on se retrouve dans une zone où il y avait beaucoup de Népalais qui avaient migré et où il y a eu des mélanges de populations népalaises. Alors ça, ce n'est pas nouveau, c'était extrêmement ancien, puisque Isabelle Massieu, dans les années 1910, avait été au Népal. Alors, c'était une histoire assez curieuse, cette Isabelle Massieu. Elle y a quand même été bien avant Alexandra Davinel, et je ne sais pas trop pourquoi. Elle était la veuve d'un notaire, d'un huissier du Havre, de Rouen, je ne sais plus. Et après son veuvage, elle a voyagé en Asie. Et elle est passée au Népal, très peu de temps. Elle a fait un livre sur le sujet où elle reprend ce qu'avait raconté Sylvain Lévy, donc c'est pas très intéressant. Et elle passe ensuite au Sikkim. Et elle note deux informations qui sont quand même pas inintéressantes. Elle parle d'abord que au Sikkim, les problèmes matrimoniaux posent problème pour les hommes et que ça favorise la sodomie. Donc, même Alexandra Windel, qui n'était pas vraiment picole dans le genre, n'a jamais abordé le sujet sous cet angle-là. Et par ailleurs, elle raconte que les migrations néoires, enfin népalaises, dans la région créent des graves problèmes parce que ils déboisaient comme des malades, énormément, bien sûr pour faire de l'agriculture pour pouvoir manger, et que ça crée des problèmes écologiques. Alors, on parle beaucoup d'écologie maintenant en Occident, mais elle, il y a plus de 100 ans, soulevait déjà le problème dans l'Himalaya. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant.
Alors là, on se retrouve avec un hôtel de chaman, où on trouve en effet sur la gauche un tambour de chaman de type tamang, mais ce ne sont pas des tamangs. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis bon, il y a tout un attirail de, de colliers en vertèbres de serpent, en graines rituelles, en bec de calao, qui était plus ou moins l'ancêtre des fourbous dans le cadre des rituels. On a sur la droite une corne d'antilope du Tibet qui relève de la même tradition, c'est-à-dire c'était probablement des ancêtres des, des, des fourbous. Et ça, c'est également des histoires extrêmement intéressantes parce que on s'aperçoit que les cornes d'antilope ont une histoire très curieuse que je suis en train d'essayer de décrypter. C'est-à-dire que déjà dans les textes anciens hindouistes, la corne d'antilope est la matrice d'Indra, le roi des dieux. C'est quand même un peu curieux. Et dans le pressage du soma, qui est donc la grande boisson sacrée indienne euphorisante, qui est la boisson d'Indra, qui est probablement à base d'amanite tumouche, non hallucinogène, utilisé par les chamans de Sibérie, a priori pas par ceux de l'Himalaya, qui a priori ne prennent pas de drogue, se contentent par les chants et la musique d'entrer en transe. Mais donc, le soma est utilisé dans les rituels. Et cette plante d'antilope, donc, le passage du soma dans les textes hindouistes, l'officiant se met sur une peau d'antilope et a une corne d'antilope dans la main. Et durant tout le rituel, il se contente avec cette corne d'antilope, qui est quand même la matrice d'Indra, le roi des dieux, il se contente durant tout le rituel de se gratter le favori droit, la partie droite des cheveux. Et c'est quand même extrêmement étrange qu'un objet qui est la matrice du dieu soit utilisé dans ce contexte. Donc, il y a très certainement, comme tous les textes écrits ont été écrits tardivement et en général, quand il y avait déjà une perte de tradition et qu'on a transposé par écrit ces traditions, on a souvent mis des codes. Et je pense que là, on est face à un code qu'a priori, personne ne peut plus décrypter. Et ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, mais quand je vous parlais des incidences que l'on peut avoir tout azimut dans la région, c'est que donc lorsque à la fin du rituel, on jette la corne dans une fosse pour l'enterrer, et il y a deux versions dans la prière que l'on récite en jetant cette corne. Tantôt on jette la corne et tantôt on jette le serpent. Et en effet, la corne a plutôt un aspect de serpent. Et là, on se pose à nouveau des questions. Parce que chez les Hopis d'Amérique du Nord, vous avez un rituel, une danse, la danse antilope-serpent. Donc, on se retrouve avec une combinaison antilope-serpent. Les Hopis capturent des crotales. Donc, le crotal, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même un serpent mortel, extrêmement venimeux. Ils les mettent dans des salles souterraines, un peu liées aux grottes. Ils les bichonnent, ils leur donnent des bains, ils les pouponnent. Et il n'y a plus d'antilope dans la région, mais ils font toujours la danse antilope-serpent. Et ils dansent, enfin, ils dansaient, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans les années 1920, dansaient avec les crotales entre les dents. C'est pas anodin. Et ensuite, ils libéraient les crotales pour qu'ils aillent dire aux dieux qu'ils fassent venir la pluie pour que ce soit bénéfique pour les cultures. Et donc, on se retrouve chez Eupi avec cette combinaison antilope-serpent au nord de l'Inde, antilope-serpent, et Indra, le roi des dieux dont je parlais tout à l'heure, est lié à la pluie et à l'orage. Donc, on se retrouve avec ces diffusions. Je me suis essentiellement centré sur l'Himalaya,
mais je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que quand même, on a des quantités d'influences de toutes sortes dans tout le monde eurasiatique, et que là, on se retrouve avec une combinaison d'éléments que l'on retrouve un peu partout. Euh, on a justement, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'Arunachal Pradesh, cette tradition de masques de l'Arunachal Pradesh, avec les royaumes grecs dont parle Sylvain Lévy, qui allait juste à la frontière du Tibet, mais qui après arrive à aller beaucoup plus haut, puisque les masques les plus anciens du Japon sont arrivés vers le 7e, 8e siècle depuis la Corée. Et dans ces masques, on trouve deux types de masques, le brahman et le makara. Et le brahman et le makara, ce sont non pas des symboles qui auraient pu venir par l'Asie centrale, mais qui viennent forcément par l'Inde. Donc, on s'aperçoit que cette diffusion et que ce monde a été, comme je disais au début, fermé pour les Occidentaux, mais que les mélanges de ces traditions étaient absolument incroyables, parce que quand même, la capitale du Ladakh, était quand même un point de terminaison des routes de la soie, et que c'était un monde qui était quand même extrêmement, sinon ouvert pour les étrangers, comme le père Huc et autres, qui ont un peu voyagé au Tibet, mais que c'était quand même un monde qui avait quand même subi beaucoup d'influences, et que ces influences, on les ressent encore. Et un autre élément qui est quand même aussi très intéressant concernant justement les traditions de la vallée de Katmandou, c'est que à l'origine, la vallée de Katmandou est un lac, et que c'est Manjusri, qui est donc un bodhisattva extrêmement important du Tibet, qui venait tout à fait de l'est de l'Asie, donc des régions chinoises, qui vient avec ses compagnons dans la vallée de Katmandou, et qui tranche la montagne avec son épée et qui libère les eaux du lac pour, euh, pour pouvoir s'installer et donc faire ce qu'est la vallée de Katmandou actuellement. Se pose un problème, c'est que quand les eaux se sont évacuées, les serpents sont partis. Et les serpents et les manchoniens partaient aussi. Et les gens sont venus leur faire des offrandes et leur dire ne partez pas, parce que si vous partez, la fertilité part avec vous. Nous vous ferons des offrandes et restez. Donc les serpents sont restés. Il y a toujours dans la vallée de Katmandou des étangs ou des lacs dans lesquels sont les nagas. Les nagas, ce sont les éléments que l'on retrouve sur la lame des fourbous et des manches de Diangro que je vous citais tout à l'heure, que le sommet de la lame du Diangro et du fourbou est constitué par un macara, donc encore cet animal mythique qui est lié aux eaux et, et à la fertilité. Et donc, les serpents sont restés en avec Katmandou. Et on a là des quantités de légendes où un dentiste est convoqué de nuit à côté d'un lac, est entraîné au fond du lac dans un palais de cristal où il trouve la fille d'un roi Naga qui a une rage de dents, et il est obligé de soigner la rage de dents de la fille du roi Naga, etc. Et ces Nagas que l'on retrouve en permanence dans toutes les traditions de la région, parce qu'il y a eu, par exemple, au XVIIe siècle, pendant 7-8 ans, il n'y a pas de pluie. Et il y avait dans les soubassements du Sopat Triambunat des manuscrits écrits avec le sang des rois Naga, justement suite à ces rituels avec Manjusri. Et le roi de l'époque est descendu dans les soubassements du stupa, recueillir les manuscrits écrits avec ces sangs de roi Naga, a donné aux moines qui étaient en surface le mantra à réciter. Les moines ont chanté le mantra, et le lendemain, il pleuvait sur la vallée de Katmandou,
et la sécheresse a été terminée. Donc, on se retrouve avec une quantité de légendes, souvent liées à des traditions très anciennes, historiques, dont il faut faire la part des choses, mais qui sont quand même extrêmement riches en informations et euh, en toutes sortes de choses. L'un des problèmes aussi qu'on a pour l'approche de ces cultures, et ça c'est plutôt un problème occidental, on a tendance, quand on pose des questions aux montagnards, de leur demander s'ils utilisent des masques. Et dans certains cas, ils vous disent non. Et j'ai oublié de mettre la photo dans dans le, dans le PowerPoint, mais j'ai un masque assez grand de la vallée de Banjar, dont j'ignorais tout, et qui remonte au XIVe, XVe siècle. Il est grand, plat, et pendant très longtemps, je me demandais ce que c'est que ce masque. Et un jour, j'étais en communication téléphonique avec Christophe Autant-Datour du musée de Cannes, qui me parle de la ville de Mandy. Et Mandy, je ne connais pas, donc j'ai pianoté sur Internet pour voir la tête qu'avait Mandy. Je tombe sur une agence de voyage locale qui présente bien entendu des danseuses. Bon, il faut attirer le touriste, donc les petites minettes affriolantes et dansant, c'est vraiment très bien pour les attirer. Mais au milieu de tout ça, se trouvait une photo avec un cortège, avec un personnage manifestement entouré d'un linceul, qui était porté en procession avec un masque du type de celui que j'avais. On donnait la nature du rituel. Et partant de là, j'ai pu complètement décrypter mon histoire de masque, c'est-à-dire que l'historique du rituel, c'était qu'un dieu était venu dans la vallée, n'a pas été honoré comme il l'aurait souhaité. Pour se venger des habitants, provoque un déluge durant lequel son meilleur ami est noyé. Et donc, le rituel, c'était une fois tous les 12 ans, c'est donc une cérémonie qui durait 2 heures une fois tous les 12 ans. On prenait quelqu'un de basse caste que l'on droguait, des fois un peu trop, des fois il mourait, donc il y a tout un rituel pour sauver la situation après. Et on le promenait en procession avec ce masque sur la poitrine qui commémorait le personnage qui était mort. Ce rituel avait été écrit par un chercheur du CNRS, Denis Vidal, et j'avais lu le texte de Denis Vidal. Mais quand il racontait le rituel, il ne parle pas d'un masque. Il raconte que donc le personnage a été noyé, qu'on le promène en procession, mais ce n'est pas un masque que l'on sort du temple, c'est le dieu. Donc on se retrouve très souvent avec de notre part, parce que pour eux c'est normal, des erreurs d'appellation qui nous mettent complètement à côté de la plaque lorsqu'on les interroge sur la nature du rituel et sur certaines formes du rituel. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon fort bref, parce que le sujet est quand même très vaste et il y a quand même beaucoup à dire, mais je pense que c'est peut-être suffisant pour vous donner une idée. Et puis, je serais très heureux de vous répondre si vous pouvez me poser une question. Voilà. Je vous remercie. Vraiment, ça nous a montré en 1 heure déjà toute la complexité de ce domaine. Donc, je pense que les questions sont multiples sur le sujet, enfin pour ceux au moins qui, comme moi, sont très très néophytes, et les autres peut-être des questions un peu plus pointues. Donc, je ne sais pas, je laisse la parole si vous avez… Chantal, oui. Le micro. Oui, il Chantal. faut déconnecter. Je vais le remettre. Voilà, ok. On m'entend? Très bien, on vous entend, oui. Donc, oui, voilà, ce que je voulais vous poser comme question, c'était par rapport les masques, est-ce que c'est toujours les fêtes agraires ou est-ce que c'est
les fêtes agraires, mais liées aux périodes de l'année, aux saisons plutôt. Alors, c'est très, très divers. Vous avez bon, il y a les masques de monastère qui sont des masques donc de représentation, ça j'en ai vaguement parlé, de représentation des dieux pour des rituels de cours de monastère pour initier les gens. Vous avez, il y a beaucoup de masques, donc il y a quand même des choses que j'ai un peu gommées. Vous avez tout à fait dans le sud de l'Inde, dans le sud du Népal, avec une très faible communauté de Rajbanshi, il y a 25 000 Rajbanshi dans le sud du Népal, qui sont des représentations de théâtre. Alors là, on part dans autre chose, c'est des représentations du Ramayana. Donc, j'avais vaguement parlé tout à l'heure du Ramayana. Oui. Et on représente dans les fêtes villageoises le Ramayana, donc la grande épopée de Rama qui va récupérer sa femme enlevée par Ravana, le roi des mondes Ceylan, dans le sud de l'Inde, à Ceylan. Donc ça, c'est une autre forme de théâtre. C'est une forme villageoise. Parce que à Bénarès, par exemple, le Maharaja finance une représentation du Ramayana. Ça dure un mois, jour et nuit. Oui. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas scotché devant le rituel. On va, on vient. Mais là, c'est beaucoup plus limité. D'abord, ce sont souvent des masques qui ne sont pas très portés. Il y en a un très grand, le masque de Ravana, à 10 têtes, qui fait 1,50 m de large. Donc, vous pouvez guère faire des entrechats avec. Donc, ce sont souvent un conteur qui raconte l'histoire et quand il parle de Ravana, le porteur de masque se le met devant le visage, fait 2 entrechats et puis pour dire c'est moi, etc. Mais ça s'arrête là. Et donc, on en est là. On trouve des masques utilisés par les chamans, les chamans dans l'Himalaya, contrairement à beaucoup de ce qui se dit, ne portent absolument pas de masque, contrairement en Sibérie et autres. Mais les rituels chamaniques sont des fois un peu stressants pour les spectateurs. Ce sont des rituels qui durent quand même des fois 6-8 heures. C'est un peu, je vous dis, c'est un peu stressant. Donc, il y a des fois des spectacles de bouffons. Il y a des bouffons qui interviennent. Et quand la bouffonnerie, ça fait partie de tout ce que l'on peut faire dans l'Himalaya. Je vous ai montré tout à l'heure les trucs un peu scato et autres, où on montre où les danseurs montrent leurs fesses et font des choses pas très élégantes dans bien des cas, mais très paillardes très souvent. Donc, on se retrouve avec ce contexte-là. Et pratiquement je dirais pas d'une vallée à l'autre, mais on se retrouve avec des traditions très différentes qui n'ont souvent jamais été étudiées. Et c'est un des gros problèmes parce que le temps presse. Maintenant, dans l'Himalaya, ils ont tous leurs téléphones portables. Les monastères du Bhoutan sont en train de se dépeupler parce que les monillons que l'on mettait pour avoir des bouches en moins à nourrir dans les familles à 16-18 ans suivent la Coupe du Monde de football sur leur téléphone portable et dès qu'ils peuvent, ils quittent le monastère. Donc, il y a une pénurie de recrues à ce niveau-là. Donc, on trouve des quantités de formes très, très différentes de représentations masquées. J'ai répondu à votre question ou vous souhaitez plus de… Oui, vous avez répondu à ma question. Ce que j'aurais voulu, une deuxième question, si vous voulez bien, c'était par rapport à Indra. Donc, vous parlez d'Indra par rapport au masque, voilà, mais par rapport au chamanisme tel que vous l'avez montré avec les chamans, justement, est-ce qu'il y a un rapport avec Indra? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'hindouisme à ce point-là? Alors, et puis, le fait aussi qu'Indra, pour moi, c'était pas le dieu de la mort, il y avait un dieu de la mort dans… Non, c'est Yama, plutôt le dieu de la mort. Alors, Indra, c'est une divinité extrêmement complexe. Et on se retrouve en Inde, comme en Grèce, avec une quantité de dieux qui souvent ont été regroupés
sous la même appellation avec des origines différentes. Et par exemple, j'ai fait un article l'autre fois, Charles Stefanov, qui est donc spécialiste de Sibérie, parlait des coups en Sibérie qui ont beaucoup d'importance dans les rituels chamaniques. Entre autres, on enterre les chamans avec des coucous en bois avec eux. Et sur le coup, le coucou, sur le coup, le coucou m'a interpellé. Et je me suis dit, mais pourquoi le coucou a-t-il une telle importance? Pour moi, c'est... Bon, tout le monde connaît le chant du coucou, on sait que... Mais pourquoi a-t-il une telle importance au niveau du rituel? Et, et je découvre, d'abord, alors je vous ai parlé tout à l'heure de la diffusion en Eurasie, et même au-delà, des traditions religieuses. Et on s'aperçoit, par exemple, que Zeus, pour séduire sa femme, et sa sœur aussi, se transforme en coucou mouillé, met sur son sein, et ils font l'amour comme ça. Ça, c'est une tradition avec Zeus qui s'est transformé en cygne en son temps pour séduire Léna. Mais pourquoi trouve-t-on systématiquement... Et Indra se transforme en coucou également. Et on s'aperçoit que tous ces dieux, et là je pars toujours avec la théorie des Weber, qui dit que en fait, que les dieux sont des hommes un peu doués de dons particuliers, et on s'aperçoit que tous ces dieux, en fait, ont des racines chamaniques. Quand vous regardez Orphée qui descend aux enfers chercher l'âme d'Eurydice, la descente aux enfers pour chercher l'âme des morts, c'est le rôle du chaman. Hercule, quand il descend aux enfers pour chercher l'âme d'Alceste, c'est le rôle des chamans. Et on s'aperçoit que tous ces dieux, à défaut d'être des chamans, ont des connotations chamaniques. Et c'est donc... et alors, je ne vous ai pas parlé de Dionysos, mais alors dès qu'on aborde le problème de Dionysos, dans tous ces rituels, on trouve ça partout. Et entre autres, justement, dans la vallée de Katmandou, où on trouve la fête d'Indrajatra actuelle, qui est complètement calquée sur les Dionysies grecs il y a 2500 ans. Quand on lit les textes sur les grandes Dionysies grecques, fait les rituels actuels au Népal, c'est exactement la même chose. Et c'est pas un hasard. C'est des traditions extrêmement anciennes qui ont été diffusées dans toute l'Eurasie, et je vous dis bien au-delà aussi. Quand même. Parce que Adrien, qui travaille donc sur les Tchépang, dans les racines des textes Tchépang, on s'aperçoit qu'il y a des choses complètement du sud-est asiatique qui viendraient d'Océanie et de Polynésie. Donc, très complexe. Il y a encore des tas de choses à découvrir. Et on ne les découvrira jamais. On peut faire que par recoupement, mais il y a trop de choses qui ont disparu, qui ont été, comme je vous disais tout à l'heure pour les textes sur le pressage du soma en Inde, tout était des traditions orales d'origine, et quand elles ont été retranscrites, c'était déjà des pertes de tradition. Donc, il y avait déjà des quantités et puis en plus, pour les textes indiens, c'était carrément des textes qui avaient évolué différemment. Nous, c'est assez confortable avec la religion catholique et avec le Vatican. Tout a été codifié très tôt, et on est avec tel saint, tel évangéliste et autres. Les choses ont été cadrées, même si ça a été très édulcoré pour les rendre correctes par rapport à une ligne de conduite officielle. Là, on se retrouve, au Tibet, on se retrouve quand même avec, quand on lit Marie-Thérèse de Manman, alors que le bouddhisme, c'est quand même Bouddha, qui d'ailleurs n'est pas un dieu à l'origine, on se retrouve avec 25 000 divinités au Tibet. Et quand vous lisez le Marie-Thérèse de Manman, elle raconte que, donc, quand elle fait les nomenclatures, que tel type de dieu, quand il a moins de 12 têtes ou moins de 24 bras, elle ne les prend pas en compte parce qu'il y en a trop. Alors, je peux vous dire que quand vous avez un tanka ou
une sculpture à décrypter, vous êtes très à l'aise pour, pour aborder le sujet, quoi, comme c'est une horreur complète. On bidouille, on prend les éléments les plus possibles, les plus cohérents, et on essaye de. Mais c'est vraiment un casse-tête. Mais c'est passionnant. Je ne me plains pas. On saurait tout, ça perdrait beaucoup de son charme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Notre Oui. question Oui. Oui. Oui, par rapport à toute cette complexité, je voudrais ajouter une première chose dont je suis étonné que François Panier n'en ait pas parlé, c'est que dans sa galerie, il organise régulièrement, hors temps de pandémie évidemment, il organise régulièrement des conférences qui permettent d'aborder, de préciser un sujet, et souvent avec des projections de films d'Adrien Vielle, par exemple. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça et vous conseiller de vous tenir au courant de ce qui se passe à la galerie du Monde. Je le dis avec retenue quand même parce que la galerie n'étant pas très grande, je ne voudrais pas, si tout le monde y va, on n'arrivera plus à y rentrer. Alors, oui, alors, mais merci de le dire, mais j'étais là pour faire un commentaire sur l'Himalaya, pour me faire de la publicité. Oui, non, bah, d'accord, mais ça fait partie. Non, mais voilà. Alors, c'est gentil de la faire pour moi. Alors, justement, la pandémie nous a amené, justement, par le biais de Zoom, à modifier notre ligne de conduite. Et nous avons fait l'autre jour donc une conférence sur le Bhoutan avec Françoise Pamaré, donc, qui est directrice de recherche du CNRS. Et je dois dire que je suis ravi de vous voir, et ce n'est pas le problème, mais je dois dire que quand il y a du monde face à moi, plutôt que d'avoir des vignettes, je trouve ça quand même plus humain et plus agréable. Oui. Mais on a fait donc cette conférence, et ça a quand même un avantage, c'est que nous avons eu 2 personnes d'Espagne, 2 personnes d'Italie, 2 personnes de Suisse, un Népalais, un Bhoutanais et une Coréenne. Donc, ça nous ouvre, et donc je pense que nous allons persévérer dans cette voie-là, parce que ça nous ouvre d'autres horizons. Donc, le côté moins agréable de ne pas vous voir en chair et en os, ça a quand même l'avantage de. Et puis là, en plus, habituellement, on a Marcelotte de l'Université de Liège qui est là, et il n'était pas là cette fois-ci. Pardon ? Alors, tant qu'à faire, François Panier, il faudrait peut-être que vous disiez comment on est tenu informé de ces conférences. Moi, je vous envoie des emails pour vous le signaler. Oui, mais moi je le suis. Moi, je le suis, oui, effectivement. Ah, bah voilà. Il suffit de s'inscrire sur le mail de la galerie et c'est bon. Pas de l'association, par contre. C'est fait sous le couvert. Parce que, pour continuer, la galerie, pour moi, c'est un peu fini. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis quasi centenaire et à moitié gâteux, donc je vais arrêter la galerie. Mais on perdure avec Adrien et puis David Andolpato à travers la fondation, l'association pour le rayonnement des cultures himalayennes, à faire des conférences et à faire de la recherche et des publications. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a aussi Philippe Charlier du musée du Quai Branly qui vient de créer une fondation dans le cadre de l'Institut de France, la Fondation pour l'anthropologie, l'archéologie et la biologie, avec qui on collabore également pour créer un musée du chamanisme dans ce cadre-là, à qui je lègue d'ailleurs ma bibliothèque, ma documentation. Et donc, la vie continue, même si ça se rétrécit un peu pour moi. Pas pour nous, mais enfin surtout pour moi. Voilà. J'ajoute juste donc que je pourrais me redonner, c'est Adrien qui l'a donné, le lien pour l'association Himalaya Arche et puis votre contact pour assister à ces conférences. Il y a 15 jours, j'ai eu la chance d'assister à la conférence sur le Bhoutan et j'avoue que c'était vraiment plein d'enseignements et même pour moi qui suis néophyte. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu bon, ça a été un peu compliqué. On
on s'aperçoit que dans ce monde, il y a tellement de règlements de compte que il faut y aller avec des pincettes. Et justement, Françoise Pamaré va nous faire après une conférence sur la politique actuelle du Bhoutan. Disons que notre vocation, c'est plus quand même la recherche archéologique et anthropologique, mais un problème a été soulevé à ce propos, et il fallait trancher le problème, donc on lui laisse la parole pour finir d'expliquer la politique actuelle du Bhoutan. Et on a donc en projet de présenter un certain nombre. Et on voudrait maintenant, justement, toujours dans ce cadre, faire intervenir, parce que jusqu'à maintenant, par ce biais de séances à la galerie, ça nous limitait un peu, mais on voudrait maintenant faire participer un peu des universitaires népalais ou himalayens dans ces échanges, parce que faire les choses entre nous, franco-français, c'est peut-être un peu limité, quoi. Donc, ça nous intéresserait de les faire intervenir aussi pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Je ne sais pas s'ils pourront apporter quelque chose, mais il faut échanger. Et je pense qu'au niveau dans bien des cas, au niveau de la recherche, jusqu'à maintenant, les gens se sont un peu trop cantonnés à des précarés 10 km de côté sans vouloir trop communiquer avec le voisin. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un monde qui est extrêmement ouvert. Et nous, si on se referme alors que le monde est ouvert, ça ne marche pas. Donc, il faut réussir à mobiliser le maximum d'énergie. Parce que je le disais aussi, le temps presse. Il y a trop de bouleversements dans la région pour qu'on puisse laisser les choses aller comme ça. Dans 10 ou 20 ans, je pense que Et donc, par contre, la prochaine soirée, le 15 avril, ce sera donc avec Sébastien Beau. Oui, alors le 15 avril, ce sera avec Sébastien Beau. Alors, sur le chamanisme. Mais je vais quand même moduler un peu. Sébastien qui? Beau, qui a fait des livres sur le chamanisme. Amérindien. Amérindien, oui, surtout. Mais qui a écrit des choses très intéressantes. Et comme le musée de Cannes à Castres fait une exposition sur le même maintenant, parce qu'il a changé de nom depuis le mois de janvier, fait une exposition en 2022 sur le chamanisme, dont je suis commissaire scientifique, avec 3 points forts. Il y aura donc l'Amazonie, la Sibérie avec Charles Stefanov, et donc l'Himalaya avec Adrien Viel pour la partie himalayenne. Nous allons aborder quand même des plus par des... On n'a que 250 mètres carrés de lieux d'exposition, donc ça nous limite un peu au niveau des choix, mais ça a aussi l'avantage de nous amener à sélectionner d'une façon peut-être un peu plus rigoureuse les différents éléments. Et donc, nous allons aborder aussi les Inuits, les aborigènes d'Australie, etc. Et nous souhaitons également aborder le problème très explosif, il faudra y aller vraiment à la pointe des pieds, parce que là, c'est aussi très contesté, le chamanisme d'après-histoire qui crée des problèmes entre Jean-Claude, Le Quélec, etc., où tout le monde s'entre-déchire sur y a-t-il des chamans à la préhistoire, y avait-il pas des chamoines, on n'a pas de preuves. Évidemment, on n'a pas de preuves. S'il faut un exemplaire tiré à 3 exemplaires avec du carbone pour nous prouver que ça existe il y a 30 000 ans, on a peu de chance d'en trouver. Mais c'est quand même intéressant. Et on a aussi toute la partie qui est très intéressante aussi, mais qu'il faudra me prendre avec beaucoup de précautions, c'est que Charles Stefanov nous cite un chaman Touva. Il dit, mais vous avez des chamans en France, mais vous ne savez pas les voir. Donc, nous allons aborder ce problème-là avec les guérisseurs. À mon avis, les druides et bon nombre de sorcières qui ont été transformées en sorcières par la Ligue pour pouvoir les envoyer sur le bûcher pour s'en séparer, étaient sinon des chamans, tout au moins avec des pouvoirs que l'on pouvait rattacher aux chamans. Et donc, j'aimerais bien aussi aborder
l'exposition sous cet angle-là, parce que je pense qu'on peut trouver quand même des choses intéressantes. On doit d'ailleurs aller avec Adrien filmer à la fin du mois en Touraine Corinne Sambrin. Un guérisseur, un barreur de feu, oui. Voilà, un personnage un peu bizarre. Pardon? Non, je parlais de Corinne Sambrin. Oui, absolument, oui. Alors, en effet, pardon, il y a quelqu'un qui parle sans avoir coupé son micro. Alors, Corinne Sambrin, on va aborder forcément le problème néo-chamanisme. Je l'aborde avec beaucoup de précaution, mais on ne peut pas négliger le propos, quoi, quand même. Mais je dois dire que j'ai tellement vu durant ma carrière de choses un peu bizarres avec le chamanisme que je suis extrêmement prudent. Un jour, j'ai une jeune femme qui débarque en trompe dans la galerie en me disant voilà, je suis chamane, est-ce que vous connaissez une école de perfectionnement à Paris pour que je me perfectionne? Voilà. Mais bien évidemment, nous allons aborder le sujet. Mais c'est pareil, il y a toujours des quantités, comme le livre de Jérémy Rappi sur le serpent cosmique, etc., qui sont des éléments que l'on ne peut pas négliger, qui sont intéressants. Et je dois dire que là, on part sur des problèmes purement scientifiques qui m'échappent, et donc il faut que je me fasse étayer par des vrais scientifiques pour aborder le sujet, parce que là, c'est casse-gueule. Oui, totalement. Oui, oui, si je peux reprendre la parole, sur un sujet qui n'est pas tout à fait le même, mais qui est assez proche, en plus de l'exposition qui va avoir lieu au musée de la Castre, je vous signale ou je vous rappelle, vous devez le savoir, que s'il n'y avait pas eu la pandémie, aurait dû commencer à Lyon une exposition qui s'appelle Magie, qui a lieu au musée des Confluences et au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Et en raison de la pandémie, les dates ont été inversées. Ça va commencer à Toulouse, mais je ne sais pas encore précisément à quelle date. Et ça se poursuivra au musée des Confluences en 2022 ou quelque chose comme ça aussi. Absolument. Alors d'ailleurs, nous avons déjà collaboré à l'exposition de Toulouse. D'ailleurs, dans le catalogue, il y a des photos d'Adrien dedans, ainsi que de Renzo Freschi-Milan. Donc, on a collaboré à la préparation. Et en fait, je ne dirais pas que c'est secondaire Toulouse, mais en fait, l'exposition des Confluences, c'est beaucoup plus importante, je crois, d'après ce que j'ai appris. Et j'ai donc fait une donation au musée des Confluences de blé chamanique pour compléter leur exposition qui va avoir lieu, celle dont vous parlez. Voilà. Oui, absolument. Oui, je peux? Oui, bien sûr, monsieur, oui, oui. Oui, je voudrais faire une remarque dont je ne suis pas très sûr. Depuis déjà quelques décennies, les sciences sociales en général gardent chacune leur petit précaré, tout en militant pour des influences réciproques, mais je la cache, mais je sais qu'il y a une influence là-dessus, mais un tel a influencé un tel. Et il y a toutes les différentes civilisations, finalement, se sont influencées les unes les autres. Et je me demande s'il n'y a pas une autre explication plus générale sur laquelle on peut réfléchir, c'est que peut-être l'humanité a tout simplement avancé à peu près à la même vitesse, avec quelques siècles, même parfois quelques millénaires de décalage, sur les mêmes traces. Parce que je remarque qu'en Amérique latine, qui était vraiment coupée du reste du monde, les royaumes puis les empires sont apparus énormes comme ailleurs, malgré le fait qu'il n'y ait pas la roue, malgré le fait qu'il n'y ait pas l'écriture, malgré le fait que ceci ou que cela, et qu'on n'a aucune religion commune, que
La Chine est apparue un peu avant l'Empire romain, des choses énormes qui, quoi qu'on dise, on peut chercher, sont à peu près les mêmes et indépendantes. Et alors aujourd'hui, pardon, je n'agresse personne, aujourd'hui, le lien commun, c'est la découverte du chamanisme. Je ne suis pas sûr, pardon Chantal, hein, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas quelque chose de naturel que c'est arrivé partout. Et que finalement, les humanités n'ont pas tout simplement inventé les mêmes mythes avec des variantes différentes, l'oiseau-ci, le serpent cela. C'est une hypothèse et je me demande si tout simplement on ne désespère pas un peu l'humanité quand on voit qu'elle s'est influencée partout de façon croisée et permanente. Je me demande si elle n'est pas émergée à des vitesses un petit peu différentes, mais finalement par rapport au néolithique et autrefois, très vite, en quelques siècles. Alors, je me suis beaucoup posé la question. J'en ai beaucoup parlé aussi avec Marcel Hoth, qui est donc un préhistorien que vous devez connaître. Alors, lui pense ceci, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans cette histoire. J'ai beaucoup parlé de Michael Opitz, qui est qui était de l'université de Zurich et qui a travaillé sur les chamans. Et Michael Opitz a fait une conférence ici, justement, à la galerie. Et il a fait une expérience qui est quand même extrêmement troublante et pour laquelle on n'a pas trop d'explications, mais qui pourrait ouvrir des horizons. Un chaman était en transe et le chaman, durant sa transe, dit « Je passe par tel et tel endroit et je passe par tel et tel endroit » dans un rayon un peu réduit. Michael Opitz note les endroits que cite le chaman et affrète un hélicoptère, passe aux endroits que le chaman avait indiqués en hélicoptère, filme depuis le ciel, montre le film au chaman et le chaman reconnaît tous les endroits pris depuis le ciel. C'est quand même extrêmement troublant, ce qui voudrait dire qu'il a fait un voyage astral, comme le disent certains textes. Voilà. Alors, toujours très tordu, j'ai envoyé un message à Michael Opitz en lui disant « Est-ce que vous savez le rayon d'action du chaman durant ses voyages astro ?» Donc, il ne m'a pas répondu parce que, évidemment, c'est trop dangereux pour lui de donner une réponse de cette nature, mais c'était quand même très tordu. Et alors, quand je parlais tout à l'heure des sorcières du Moyen-Âge, on a quand même toutes ces règles que reprend la religion catholique, c'est-à-dire donc les chamans en Sibérie chevauchent leur tambour pour aller dans l'au-delà. Pour ridiculiser les sorcières, on dit qu'elles chevauchent leur balai, mais je pense que c'est aussi toute une politique pour les ridiculiser, pour les discréditer. Et alors, ces sorcières, et ça c'est la religion catholique qui le raconte, vont à des sabbats de sorcières où il y a des réunions de sorcières. Alors, est-ce qu'il y avait des réunions de chamans dans un endroit X quelque part qui pourrait justifier l'espèce de diffusion aux mêmes périodes des mêmes choses? Je n'en sais rien, je me suis posé la question et ça m'intrigue beaucoup. Et si je pouvais avoir une réponse, ça m'intéresserait beaucoup. J'ai remarqué que depuis, je ne sais pas, disons une dizaine d'années, n'importe quoi, le monde de réflexion sur les chamans s'est élargi. Je remarque qu'il est à peu près nouveau pour la réflexion des Occidentaux, à peu près accessible et qui n'est pas en train de suspicion décoloniale. Voilà, pour employer un mot. Oui. Par contre, en Afrique, où il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites et pensées avant l'arrivée de la réflexion occidentale, il y a eu des tas et tas de choses qui maintenant, il ne faut surtout pas en parler, avec quand même une puissance, comment dire, spirituelle, mais ce n'est pas le mot, ça peut choquer dans des pays comme le nôtre de mono-religion
avec des puissances d'intervention extraordinaires, au moins égales ou peut-être de nature proche de celle des chamans. Oui. Donc, cela est apparu, je la faiblesse de le croire, sans aucune influence de la Sibérie. Non, non, c'est certain, vous avez tout à fait raison. Mais disons que c'est simplement. Le terme de chaman, en fait, il n'est pas récent, mais en fait, c'est Verrier Elwing qui a, Mircea Eliade, qui l'a à travers son livre, qui est critiqué, mitraillé par les chercheurs, etc. Mais c'est quand même lui qui a donné un cadre au terme de chaman. Avant, on se retrouvait avec une quantité de littérature où on parlait de sorciers, de magiciens, qui avaient à peu près tous ce type de pouvoir, mais qui étaient avec une littérature complètement éclatée, avec des quantités de termes différents pour parler de la même chose. Alors là, on a un peu recentré autour du terme de chaman un type de rituel. Alors, c'est quand même très imparfait comme terme, parce que en permanence, je me retrouve confronté avec des gens qui me parlent de gens qui guérissent, mais c'est des médecins, des hommes médecine mais c'est pas des chamans. Mais alors, on a eu tendance à faire un énorme amalgame de ces choses-là autour du terme de chaman, mais en contrepartie, ça nous a permis de créer un cadre où on peut regrouper un certain nombre de gens, pratiquement un certain type de rituel à définir après en fonction des différentes particularités de ces rituels. Mais malgré tout, en effet, on parle beaucoup plus de chaman maintenant parce qu'il y a 40 ans, ça n'existait pas. Bon. Plus de questions? Question. Oui, je vous en prie. Oui. Allez-y. Rebranchez votre micro, par contre. Chantal, le micro. Le micro, Chantal, s'il te plaît. Ça y est, je crois. Pardon. Donc, je voulais, par rapport aux sorcières, il y avait eu toute une exposition au musée de la Poste à Paris sur les sorcières et leurs actions et la façon dont on les avait poursuivies, si je puis dire. Et puis, il y avait eu un livre il y a 30 ans ou quelque chose comme ça, sur la sorcellerie dans le bocage aussi. Oui, absolument. Voilà, en Mayenne. Voilà, en Mayenne. Voilà. De Jeanne. Oui, c'est ça. Jeanne quelque chose. Ça, oui, absolument. Je ne sais plus le nom de l'auteur, oui. Voilà. Oui, mais il y a encore beaucoup dans le Berry aussi, oui, dans les Alpes, etc. Oui, tout à fait. Oui, non, non, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Et alors, ce que j'ai découvert il y a 8 jours, c'est qu'en fait, le pays qui a le plus exterminé les sorcières, la dernière qui a été brûlée, c'est en Suisse. Et ça m'a beaucoup surpris. Je pensais pas que je pensais que c'était plus je n'avais pas un problème français, mais ça m'a surpris que la Suisse était aussi. Mais je veux dire que quand je ne sais pas si vous avez été déjà dans l'Oschenstall, à Kittel, etc., où il y a encore des traditions complètement païennes, quoi, comme on est on est plus proche de l'Himalaya que de la Suisse, quoi, comme on se retrouve avec des maisons sur pilotis, avec des galettes en pierre pour empêcher les rats de monter dans les maisons, avec des trappes sur le côté pour sortir les cercueils pour que le mort ne puisse pas retrouver le chemin et des trucs qu'on très intéressant. Oui. C'est en Suisse qu'il y a les derniers masques. Hein. Oui, pardon. C'est en Suisse qu'on trouve les derniers masques. Entre autres, oui. D'ailleurs, j'avais monté à Martigny une exposition à la Fondation de Watteville sur les masques himalayens, et on avait mis en parallèle les masques suisses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été au Lachenschal, ce qui nous avait valu d'être primé par l'UNESCO, d'ailleurs, ceci. Parce que c'est... Alors, il y a un type de masque en Suisse qui est assez ennuyeux, les masques de Bâle et autres, je trouve ça un peu ennuyeux, ça a un côté quasiment vénitien, c'est très esthétique, mais c'est pas... Et le Lachenschal, ça y va, quoi. Et alors, on avait trouvé une famille qui était la 4e génération de fabricants de masques. Alors ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que
J'ai le catalogue d'ailleurs de ça. Les masques du 19e sont très himalayens. Et maintenant, c'est pro Goldorak maintenant. Ils ont quand même très, très coupé du monde. Ils ont quand même la télévision. Ils ont quand même fait des masques très, très américains, quoi. Mais ils ont prêté des masques, mais on ne pouvait pas les avoir pendant la période de carnaval parce qu'ils étaient encore utilisés, même ceux du 19e. Et c'est quand même agréable de voir qu'il y a quand même une tradition encore de cette nature qui perdure, quoi, comme. Dans la dernière conférence que je n'ai pas faite pour des Tours des Mondes, puisqu'elle a été annulée, il y avait 2 photos, une photo d'un masque suisse et une photo d'un masque Ibo. C'était le même masque. Je ne pense pas qu'il y ait une influence réciproque entre les deux. Non, mais pas du tout. Mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Les zones de montagne, on trouve des zones de repli, des gens persécutés dans les vallées. Et on se retrouve avec toutes les. Et ça suit toute la chaîne d'Europe centrale, quoi, depuis la Savoie, la Suisse, la Forêt Noire et les Carpates, etc. Quoi, et je suis pas sûr que Mircea Eliade n'a pas eu cette vision du chamanisme parce qu'il était roumain, quoi, et qu'il était à l'extrémité de ce monde, qui était quand même aussi le monde dont je parlais tout à l'heure avec Orphée et puis toutes ces divinités très intéressantes. Parce que la mer Noire, c'est quand même une zone aussi quand même très intéressante, quand même. Il y a d'autres questions avant de conclure? Non? Bon, ben, il nous reste à vous remercier. Je vais relayer tout ce que vous nous avez dit, notamment pour les soirées. Je pense que je crois qu'on retrouve aussi vos soirées filmées sur le site. Absolument, elles sont filmées sur le site, oui. Voilà, qu'Adrien, pour les personnes, je vais refaire un mail en ce sens pour redonner les informations et inviter, au moins, comme ce n'est pas à la galerie, on peut être nombreux à vous suivre. Bienvenue à bord. Voilà, merci. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci de votre présence. Merci infiniment. Merci Martine. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.